je rappelle en fait les règles du jeu. Donc c'est un pitch de 3 minutes. À la fin des 3 minutes, moi je vais commencer à applaudir, comme ça vous savez que c'est terminé. Ensuite, on n'a que 2 minutes pour les questions, donc je vais prendre une seule question par équipe. Donc on va essayer d'équilibrer un peu entre les différents membres du jury pour chaque question. Et normalement, on vous a donné déjà un ordre de passage, mais juste pour rendre les choses un peu plus compliquées, on a changé l'ordre. Donc, on va commencer avec l'équipe Culture Plus, C+. Donc, avant de commencer, pour les membres du jury, est-ce que vous pouvez présenter l'école ? Oui. Bonjour à tous, on est de l'école Lency Les Ateliers. Ok. Et du coup, il y a Leslie, Ambroise et moi-même Gaëtan. On peut parler là-dedans ? Non ? Là-dedans ? Ok. Je peux les changer moi-même. Oui, vas-y. En fait, on a commencé notre projet à partir d'une étude, d'ailleurs, qui est issue de ce ministère en 2009. On s'est rendu compte que la moitié de la population française se rend du coup pendant 1 an ni à une exposition, ni à un lieu de patrimoine, ni à un spectacle vivant. Ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'en fait, il y a 80% des Français qui lorsqu'ils vont sur Internet, face à l'abondance de l'offre liée à la culture, ils ont plutôt un sentiment d'anxiété. Et cette même proportion de personnes, par contre, ils développent de plus en plus d'exigences, notamment à travers le numérique, et ils veulent des prix préférentiels et des accès directs. Donc du coup, on s'est posé 2 questions. C'est comment favoriser du lien social et des expériences, donc du coup, dans la vie réelle, des expériences culturelles dans la vie réelle, en quittant du coup son ordinateur. Et la deuxième question, c'est comment on peut synthétiser du coup cette offre qui est très abondante. Donc le service qu'on propose s'appelle Culture Plus. L'idée, donc, du coup, c'est à partir de tous les événements culturels qu'on considère d'ailleurs sans hiérarchie, on arrive à une offre qui est donc synthétique et adaptée à travers un filtre. Le filtre, c'est soit en fonction des goûts des personnes, soit en fonction d'une délimitation spatiale, donc notamment à l'échelle d'un quartier, des différents événements qui s'y trouvent. Notre service se décline du coup sur 3 formes. La première, c'est une application. La seconde, ce sont des totems numériques présents dans la ville. Et la troisième, c'est une carte fidélité dédiée aux événements culturels. Donc là, je vous présente juste les particularités de l'application. Donc en fait, cette application, en fonction de ce que vous êtes allé voir et de ce que vous aimez, vous propose différents événements. Et en fait, comme ça existe sur certaines applications, vous pouvez du coup très rapidement dire est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous voulez pas y aller en le faisant glisser vers la droite ou la gauche. Une des particularités de l'application, c'est que par exemple, comme sur Meetup où on va sortir, ça vous permet d'y aller soit avec vos amis ou soit de rencontrer d'autres gens qui ont décidé d'y aller et qui sont aussi ouverts à y aller à plusieurs. Et du coup, ça, on se dit qu'en s'intégrant à des groupes et en sortant avec eux, ça ouvre nos centres d'intérêt en fait. Et c'est comme ça que l'ouverture culturelle se fait. Et en fait, en étant synchronisé à notre agenda, les différentes offres qui nous sont proposées, elles correspondent aux plages de libre qu'on a et du coup, elles viennent s'intégrer dans par exemple, notre agenda de la semaine. Les différents événements culturels, on utilise pour ça les métadonnées pour les relier entre eux en fonction de nos centres d'intérêt. Et au niveau de la ville, ce qu'on imagine, c'est que les bandes soient fixées à des lampadaires parce qu'au-delà d'amener la lumière, ça permet aussi d'avoir un accès à Internet. En se plaçant dans l'espace public, ça rend accessible en fait à un plus grand nombre, même si on n'a pas Internet, même si on n'a pas de smartphone, des offres culturelles. Et en fait, l'idée, c'est à l'échelle donc du quartier et en fonction du moment où vous allez consulter cette bande, vous allez pouvoir visualiser assez simplement où est-ce qu'il se passe différents événements. Bien évidemment, on peut entrer dans le détail. Et en fait, lorsque vous allez à un événement, vous collectionnez des points. Ce sont ces points qui sont ensuite comptabilisés sur la carte. Et cette carte fidélité, elle permet du coup d'avoir des offres préférentielles pour y aller avec ses amis. Et en fait, l'idée, c'est en tissant des liens avec des personnes et en proposant une offre adaptée, l'idée, c'est d'éveiller notre curiosité grâce à Culture Plus. Voilà, merci. Merci. Je sais, c'est pas évident 3 minutes, donc bravo, c'était la première équipe. Je vais prendre la première question des membres du jury. S'il y a une question. Quel est le modèle économique en fait ? Qui finance le service ? Nous, on l'a plutôt imaginé pour le vendre à des territoires en fait. C'est à des régions ou des territoires
Bah, là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est aussi dans la ville, c'est pour ça qu'il y a une carte, c'est pour que ce soit ouvert au plus grand nombre. Et voilà, c'est plutôt... voilà. Enfin, en fait, c'est vrai qu'au début, on s'était dit on pouvait bien sûr s'insérer sur soit les abribus, soit les bornes Vélib, mais aujourd'hui, on voulait quand même donner une identité un peu à la culture dans la ville, et c'est pour ça qu'on a créé un objet. On a moins du coup réfléchi au business model, quoi. Merci. Merci. Donc la deuxième équipe sera kiosque numérique. On peut applaudir. Et avant de commencer, vous pouvez préciser l'école pour les membres du jury. Donc nous faisons partie de l'ENSA, donc l'École nationale supérieure d'art de Nancy, qui a la particularité de réunir 3 options, donc communication, art et design. Et donc nous sommes également la seule équipe 100% féminine. Donc notre projet consiste en un kiosque numérique. Donc en fait, on part d'un constat assez simple, c'est que tout le monde n'a pas connaissance de tous les canaux d'accès à la culture, voilà, donc comme les institutions elles-mêmes, les blogs, les magazines spécialisés. Et puis par ailleurs, en ville, donc on a besoin de gérer, c'est ce que l'équipe précédente avait dit, mais le flux d'informations, cette abondance en fait d'événements culturels autour de nous. Et puis dans les villages, en banlieue, au contraire, on a besoin d'aller au-delà des idées reçues, une impression de désert culturel. Et donc notre projet serait donc un kiosque qui permettrait de référencer en fait l'ensemble des événements culturels autour de nous, donc à proximité, donc dans un réseau très proche. Donc via une cartographie qui référencerait par exemple un céramiste dans un village qui possède un atelier et qui serait ravi de nous le faire visiter, ou par exemple en ville une galerie absolument cachée au 5e étage. Et donc l'idée serait de rematérialiser l'accès à la culture, donc à travers un lieu, une micro-architecture ou même un mobilier urbain, donc par exemple qui impliquerait le corps, donc la gestuelle, l'interface serait par exemple le Leapmotion ou le Kinect. Donc voilà, on intègre vraiment le corps, l'expérience corporelle donc à l'interface. Et donc, suivant la collectivité locale, donc par exemple une grande ville d'ampleur comme Paris, on pourrait faire appel donc à un artiste de renom, par exemple Franck Gehry, pour concevoir cette micro-architecture. Mais en revanche, donc dans les collectivités locales plus modestes, par exemple, on pourrait faire appel à un artiste, un créateur local. Et donc, ce serait l'occasion de promouvoir donc sa pratique. Mais également, on pourrait réinvestir, par exemple, donc des cabines téléphoniques devenues complètement obsolètes, et donc leur donner une seconde vie. L'idée donc serait donc dans notre projet donc de participer en fait à la spontanéité de la déambulation dans l'espace urbain. Et en revanche, en milieu rural, l'idée serait plutôt de dynamiser, de redynamiser, de redonner vie donc, à l'espace de la place du village, du centre-bourg, en fait. Et donc le but de ce kiosque numérique serait de rematérialiser l'accès à la culture donc, via le numérique, en devenant donc un point de rencontre et de lien social. Voilà, merci. Bravo, très efficace. Est-ce qu'on a une question pour cette équipe ? Puisque vous avez visiblement encore un petit peu de temps, en fait, ça aurait été bien d'être peut-être plus précis sur la question de l'interface, de la gestuelle, en tout cas. Comment ça marche ? Oui, c'est bon. Donc en fait, il y a plusieurs objets qui permettent, plusieurs technologies qui permettent actuellement en fait ce genre de pratique d'interface gestuelle. Donc j'ai cité par exemple le Leapmotion. En fait, c'est différentes caméras qui seraient posées donc dans cet espace et qui permettraient donc de capter la gestuelle. Donc là, quand je vous parle, par exemple, je fais des gestes qui me sont très intuitifs. Et donc il y aurait par exemple une bibliothèque, une sorte de dictionnaire qui analyserait les gestes et qui renverrait donc à cette interface, quoi. Voilà, donc quand on touche quelque part, voilà, très vite, on a envie d'agrandir donc
de dézoomer, voilà, on va faire un geste qui nous est très intuitif, quoi. Voilà, ce serait plutôt. Puis il y a une notion aussi hygiénique dans un lieu public, les tablettes tactiles, tout ça, c'est pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, maintenant on a la troisième équipe. Parfois les noms sont assez originaux. Donc on a la culture à l'état gazeux. Merci. Et c'est quelle école? Marseille. Donc c'est l'école de Marseille, l'école d'architecture de Marseille. Donc on constate aujourd'hui que la culture est diffusée de manière centralisée depuis les grandes institutions vers les citoyens. Et notre objectif aujourd'hui, ça a été de renverser le processus pour qu'il n'y ait plus de limite entre les différentes cultures. Ce sont directement les citoyens en fait qui deviennent acteurs et ce sont eux qui diffusent la culture. La culture devient un réseau non orienté et décentralisé. Notre projet s'intitule « La culture à l'état gazeux » en référence au livre « L'art à l'état gazeux » d'Yves Michaud. Et comme il explique, en fait, la culture est présente partout, elle se diffuse et elle se dématérialise. Le système de base, c'est une base de données participative qui regroupe les informations sur la culture. Donc, le système de départ, c'est cette base de données participative qui regroupe les informations sur la culture et la géolocalise. Il y a aussi un forum et des sources qui permettent d'échanger. Cette base de données est alimentée directement par les utilisateurs via un profil d'utilisateur avec la présence d'un système d'évaluation. La base de données permet de découvrir, de partager, d'interagir, de s'informer et de se rencontrer. La rencontre est importante à l'ère du numérique puisqu'on est souvent derrière un écran d'ordinateur. Donc on a voulu favoriser cet aspect-là. Pour créer une dynamique, le gain à la contribution qui consiste en fait à une contrepartie, c'est par exemple via un système de points qui donnerait accès à des avant-premières ou à des expositions gratuites dans les musées. Les supports pour cette base de données sont multiples à notre époque, avec tous les objets connectés du quotidien, et en particulier le téléphone portable, puisqu'il permet de partager, de prendre des photos et de se géolocaliser. Donc sur le téléphone portable, c'est une application mobile. Elle permet un partage en temps réel. Et en fait, toutes ces informations mettent à jour en permanence une carte qui regroupe les différentes informations. Et cette carte permet une découverte alternative de la ville. Et cette carte, en fait, elle est interactive et participative en fonction de ce que partagent les utilisateurs. Par exemple, la géolocalisation, elle permet de situer un point d'intérêt particulier et de le partager. Et si un utilisateur est intéressé, il peut nous rejoindre afin d'échanger, de se rencontrer et de discuter sur le thème qui nous intéresse et que l'on partage avec cet utilisateur. Donc, notre projet, la culture à l'état gazeux, c'est rendre le spectateur acteur du monde culturel. Merci. Merci. On va prendre une question. Je n'ai pas bien compris le modèle économique aussi. Ça marche. Donc en fait, le principe, ça serait pareil, c'est juste de créer par exemple pour un téléphone portable une application qui serait financée par exemple par une ville qui souhaite mettre en valeur sa culture. Et après, on aurait un système d'autorégulation par les utilisateurs via les profils et via les évaluations de ce que postent les gens. Et la contrepartie pour favoriser cette dynamique, c'est les contreparties via, par exemple, au bout d'un certain nombre de points et de certains grades, des accès gratuits, par exemple, à des expositions dans les musées de la ville. Ok, très bien, merci beaucoup. Et j'aimerais inviter Memories Map à présenter. Merci. Et vous êtes de quelle école ? Bonsoir à tous.
au sein de l'ENSAL, donc l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Donc, le but de cette session de réflexion était d'imaginer l'objet permettant d'introduire la culture dans nos quotidiens. Mais quel objet? Est-ce qu'il n'existe pas déjà finalement? Depuis plusieurs années, les smartphones, les tablettes ont envahi nos quotidiens. Et d'autres objets connectés sont aujourd'hui très prometteurs ou en développement. Alors pourquoi ne pas s'emparer de leur assise désormais bien solide pour diffuser la culture dès demain? Mais qu'est-ce que la culture? Très bien. On va se baser sur une application multi-support. Une application, donc, basée sur les téléphones, smartphones, tablettes, dont nous avons parlé précédemment. Mais quelle culture transmettre? Est-ce que la culture se limite au musée, aux livres, au patrimoine? Non. Nous pensons que la culture n'est pas bornée aux institutions. La culture d'aujourd'hui, à l'aube de 2015, doit dépasser ses frontières. Par ses aspects très personnels, tant que par ses aspects objectivables, la culture est le fait de tous et toutes, et chacun peut y contribuer. La culture de demain, elle est participative. Dans cette optique, nous proposons une application mobile, Memories Maps. Cette application est multi-support. Son principe, la spatialisation de la mémoire avec un grand M, pour diffuser la culture et proposer un nouveau regard sur la ville. Voyons des mises en situation. Jérémy se promène à Paris, le téléphone dans la poche. Soudain, alors qu'il traverse la place des Vosges, celui-ci se met à vibrer. Le lieu a une histoire, une forte valeur émotionnelle. Une anecdote est géolocalisée en cet endroit. Monsieur J. Valjean nous informe en effet que Victor Hugo a séjourné ici, au numéro 6 de cette place, entre 1832 et 1848. Pendant ce temps, à Lyon, alors qu'il se rend chez le dentiste, Quentin se remémore sa ville et son enfance. Très ému, il décide de partager son souvenir. Ici, avant, se trouvait une usine. Mamie y travaillait. Il sort alors son smartphone, enclenche Memories Maps et dicte ceci au micro. Toute cette base de données, des souvenirs de toutes sortes, elle grandit de jour en jour en temps réel. Sur une carte, comme dans la ville, l'immatériel a enfin retrouvé sa place. Ah, on a une notification de Frédéric M75 qui nous apprend qu'ici, dans cette pièce, grâce à Memory Maps, l'horloge située là-bas est composée d'un socle de marbre vert et de bronze oxydé et doré. Elle date du Premier Empire. Tu veux m'appeler? Non, ça marche pas. Il y avait une petite vidéo, désolé. Merci, je vais prendre une question. Est-ce que les anecdotes qui sont mises en ligne sont éditorialisées par quelqu'un, ou est-ce qu'elles sont modérées, ou est-ce qu'il y a une forme d'éditorialisation de ces anecdotes, de tri? Alors, il y a plusieurs formes d'anecdotes. Évidemment, les grandes institutions culturelles peuvent déjà proposer leurs propres anecdotes. Ces anecdotes-là sont supposées comme suffisamment fiables, pas besoin de les éditorialiser. Par contre, les anecdotes personnelles, pour éviter évidemment toute divagation, devraient être soumises à une validation et acceptées ou refusées dans un temps relativement court. Ok, merci. La prochaine équipe, si je ne me trompe pas, c'est Boussole Numérique. Il faut applaudir un peu. Hein. Alors bonjour, nous c'est un peu compliqué, moi et Pierrick, donc Martin, Pierrick, on est de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, et Hugo est des Beaux-Arts de Grenoble-Valence. Donc je crois qu'on est les seuls à avoir un artiste parmi nous. Donc et c'est 100% masculin. Donc c'est bon ? Malraux et son musée imaginaire, en fait, nous montre à travers sa démarche que la culture doit dépasser l'instance muséale et être considérée comme une exploration personnelle. On a voulu considérer la culture non pas du point de vue institutionnel, mais comme une pratique qui s'enrichit à travers la curiosité et le goût de la découverte. Donc on a voulu aussi créer un objet
Enfin, notre objet, en partant de ce principe, se veut être un objet un peu magique qui va nous guider vers des lieux inconnus et peut-être créer de la joie, du sentiment de découverte. C'est pour l'idée de la carte au trésor, finalement. Et peut-être que derrière cette joie, on va avoir envie d'aller vers plus de culture. Donc notre projet, puisqu'il faut aller lui donner un nom, s'appelle Boussole numérique. C'est une boussole qui va nous guider vers un lieu qu'on ne connaît pas encore, mais qui est susceptible de susciter notre intérêt. Alors pour ça, c'est très simple, on a un kidam qui, du coup, est équipé d'une boussole numérique. Et cette boussole numérique, il va venir lui dire quel est mon centre d'intérêt. Ici, le kidam aime les églises. C'est pratique en France, il y en a beaucoup. La boussole va cartographier à l'aide d'une application qui peut se rapprocher, par exemple, du radar Coyote qui va venir, tout un réseau d'utilisateurs va venir rajouter des radars, et la cartographie va donc être mise à jour. Ici, c'est la même chose, mais pour de la culture. Et donc, notre boussole indique une direction, comme une boussole, finalement. Cette direction, la boussole va se mettre à vibrer et notre personnage va la chercher. Et là, l'azimut va bouger et nous guider peu à peu vers un lieu susceptible d'éveiller notre intérêt, notre enthousiasme. Ce lieu, c'était une église. Il est donc content et ça suscite chez lui un sentiment de joie et de béatitude profond. C'est le prochain slide. Et donc, pour finir, cette boussole est un peu plus qu'une boussole, c'est une boussole numérique. Elle permet aussi de marquer une découverte. Cette découverte, c'est très simple. Notre personnage arrive, découvre un tag qui l'intéresse et va venir le rajouter en appuyant sur le bouton de la boussole, le rajouter à cette cartographie. Et cette cartographie sera non plus une cartographie des églises, mais une cartographie du street art. Et enfin, pour finir, notre boussole, c'est à la fois un objet pour explorer, un objet pour partager et enfin un objet pour découvrir. Enfin, après, c'est dans le sens que vous voulez, je crois. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. L'objet, quand il sera vendu, il faudra que ce ne soit pas déceptif dans l'usage. Donc, il faudra qu'il y ait déjà une base de données qui soit un minimum populée. Donc, comment est-ce que vous pensez l'initier au démarrage ? Mais ici, l'intérêt, en fait, c'est de permettre, à mon avis, de relever de sortir un peu des institutions reconnues, telles que le Louvre, par exemple, et être plutôt de l'ordre des petites, par exemple, des petites églises, enfin des petits lieux de culture. Et donc, il y aura une espèce de réseau social qui va venir en fait cartographier. Et je pense que ça va être quelque chose d'intéressant parce que assez rapide à mettre en place pour une mairie, un musée, un petit musée, et en même temps avec une vraie possibilité de découverte. Et donc oui, il y aura bien sûr une base de données de base qui sera comme pour les autres, pour l'autre projet, sûrement amenée par les institutions. Et après, on espère que les utilisateurs vont amener d'autres choses, des choses peut-être un peu plus rares. Ok, merci beaucoup. La prochaine équipe, c'est Interface. Bravo, si vous êtes là. Vous êtes prêts ? C'est de quelle école ? On est de l'école de Versailles. En architecture. Architecture. Tu veux zapper toi-même ou je le fais ? Tu le fais ? Vas-y. Quand tu veux. Non, c'est là. Bonsoir. Donc on est tous réunis ce soir au ministère de la Culture. Et comme la question a déjà été posée, je vais la reposer. Qu'est-ce que la culture aujourd'hui ? Est-ce que c'est une entité globale qui a été créée par un gouvernement ou est-ce que c'est des cultures individuelles qui s'assemblent pour former la culture ? Comment on diffuse la culture, sa culture, pour tout le monde ? Par exemple, on a l'exemple de Twitter qui aujourd'hui diffuse la culture de manière virtuelle. Mais aujourd'hui, on est au ministère
et on diffuse la culture de manière physique, donc comme on l'a fait aujourd'hui pour le concours, où il y avait toutes ces écoles qui travaillaient un peu dans leur coin. Il n'y avait pas vraiment de collaboration, et en fait on s'est dit, ben voilà, nous on verrait cette salle, la même salle, mais qui travaillerait en collaboration. Donc en collaboration physique, donc entre les différents groupes, mais aussi en collaboration virtuelle, où on aurait une fenêtre, par exemple le miroir là-bas, qui nous donnerait à voir sur un autre espace de travail, et on pourrait collaborer avec des autres personnes, et donc ça créerait un espace relationnel physique et virtuel. Cet objet, cette interface, permettrait de diffuser, partager la culture, et ce serait vraiment une porte sur un autre univers. Plus précisément, donc, on pourrait capter, diffuser des sons, des images, échanger des fichiers, des maquettes, stocker des données et les rendre accessibles pour tous. Et puis, on pourrait adapter l'échelle à son usage et faire ça dans n'importe quel espace. Maintenant, j'ai envie aussi de considérer la culture comme étant un objet vivant, comme étant une cellule en fait, qui puisse se démultiplier, s'assembler, se fusionner, et à différentes échelles. Donc on aurait l'échelle de la pièce, donc voilà, on aurait différentes cellules qui viendraient se connecter entre elles. On aurait aussi à l'échelle du monde des espaces de travail qui viendraient montrer en fait toutes les temporalités des activités qui se déroulent dans la ville, dans le monde, et faire une cartographie comme ça, interactive, virtuelle. Et donc, voilà, montrer vraiment toutes ces... C'est encore celle d'après. Toutes les flux en fait, de données, les flux de toutes ces interactions de la culture, en fait. Et donc, avec Interface, on voudrait essayer de repousser toutes les limites physiques et virtuelles de la culture. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une question ? Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'interaction ? Comment ça va interagir ? Parce que là... Alors, en ce qui concerne l'interaction, on a aujourd'hui, grâce au numérique, beaucoup d'outils qui permettent le partage presque instantané de données, fichiers, textes par exemple. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas passer notre objet par notre miroir, on ne peut pas le passer à travers. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y aurait peut-être aussi une idée de capter la donnée. Donc je dessine un croquis, je veux le passer de l'autre côté. Cet objet le scannerait et le réimprimerait. L'autre objet qui est même présent à l'autre endroit le réimprimerait et on aurait l'objet. Et on peut imaginer ça aussi en 3D si on travaille sur un prototype d'objet en 3D pour une école de design par exemple avec une autre. S'envoyer l'objet qui est là, le scanner en 3D et de l'autre côté, dans l'autre école, c'est réimprimé. Et au bout de 2 heures, ils ont le même objet dans les mains et peuvent commencer à le manipuler et continuer à travailler ensemble. Et ça pour tout, il y avait aussi l'exemple de la danse. Et tous ces outils de captation utilisent des outils qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment présents au quotidien et qui vont être de plus en plus présents dans notre quotidien. Notamment, je pense à l'impression 3D. Voilà. Le scanner 3D. Et aussi, l'intérêt aussi, c'est de stocker toutes ces données qui sont échangées via cette interface et qu'on puisse les consulter de n'importe quel endroit, via peut-être une plateforme internet, pour consulter en fait tout ce qui se crée via l'échange que nous permet l'interface. Voilà. Bravo, merci. Prochaine équipe, c'est Ticket C. On peut les accueillir. Bon, merci. Et c'est quelle école ? Des arts décoratifs de Strasbourg. C'est Alex, et je m'appelle Cédric. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gratte dans la poche. Ah, c'est un ticket de caisse. Tout le monde utilise des tickets de caisse. On peut l'utiliser comme support pour diffuser l'actualité culturelle, pour la partager, et même permettre aux utilisateurs
de contribuer à cette offre culturelle et de l'enrichir avec leur expérience personnelle. Imaginons, ce matin, je vais dans mon magasin favori, le Super U en bas de chez moi, j'achète une banane, en caisse, on me donne le ticket. Sur le ticket, bon, comme d'habitude, j'ai marqué banane, 50 centimes. Et là, juste en dessous, il y a marqué 18h, mardi, spectacle de danse au Théâtre National. Alors, et juste en dessous de cette offre, je vois une promotion. On me dit que sur présentation de ce coupon à la caisse du Théâtre National, on m'offre immédiatement 2 € de réduction sur l'achat du ticket de ce spectacle. Donc c'est très intéressant, et je vois qu'en plus, en dessous, il y a un flashcode. Ce flashcode, je sors mon téléphone, je le flash, et immédiatement, j'arrive sur une interface en ligne, une plateforme, qui me montre 3 choses. Premièrement, j'ai un extrait, une sorte de trailer de la pièce de danse que j'aimerais déjà aller voir, avec quelques informations, des informations pratiques, si jamais je veux m'y rendre. Juste à côté, un bouton qui me permet de la partager immédiatement à tous mes amis sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et en bas de la page, un bouton « Contribution » via lequel je peux proposer d'enrichir moi-même cette offre culturelle à travers ma propre expérience. Par exemple, je suis le propriétaire de la galerie Martel et dans 2 semaines, j'héberge l'exposition Brecht Event et j'aimerais que le vernissage soit vraiment un succès énorme parce que j'aime beaucoup cet artiste. Alors en 3 clics, l'affaire est réglée. Je clique sur « Contribuer », je me crée un compte sur la plateforme en ligne et puis je rentre quelques informations à propos de l'événement. Et 2 semaines plus tard, sur tous les tickets de caisse des clients qui achètent une banane dans le magasin, il y a marqué « Mercredi, 18h, Galerie Martel, vernissage de l'exposition Brecht Events ». À terme, au bout de quelques mois, le panel d'actualités culturelles proposé sur ces tickets de caisse, enrichi par les multiples contributions des utilisateurs de la plateforme en ligne, sera aussi varié que le public auquel il s'adresse. Au final, pour une somme modique, on aura touché tout le monde. Merci. Bravo pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Quel est le modèle économique ? Comment on fait ? Comment se passe ? Enfin, parce que c'est de la pub ? Des institutions sur le... Qui paye quoi, en fait ? Ce n'est pas vraiment... Disons, on peut imaginer un partenariat entre les institutions culturelles d'une part et les magasins d'autre part, des entreprises de distribution qui hébergent cette offre culturelle. Peut-être de l'ordre du sponsor, quelque chose comme ça, qui permettrait d'une part d'insérer des promotions bénéficiant au spectacle, et d'autre part fournir de l'argent pour payer l'impression sur les tickets de caisse qui de toute façon ne coûte pas grand-chose et qui de toute façon a déjà lieu puisque chaque semaine les magasins renouvellent les promotions sur leurs tickets de caisse et impriment des choses différentes juste en bas de cette promotion. Ça répond à votre question. Très bien. Merci. Bon, on arrive vers la fin. Il ne nous reste que 3 équipes. J'aimerais inviter Espace d'Espace sur scène. Merci. Et quelle école ? Bonsoir à tous. Alors nous sommes étudiants tous les 3 à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Nous sommes en 5e année et nous allons vous présenter notre projet. On connaît tous la poésie dans le métro, les pianos dans les gares, dans les aéroports, et nous avons cherché à aller plus loin pour permettre aux gens de partager, d'apporter leur culture dans les lieux publics. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chacun a sur lui en permanence son portefeuille culturel numérique, par exemple sur son smartphone, quand il se promène dans la rue. Alors,
si on prend par exemple, Julien est musicien, il aime faire partager ses compositions à ses amis. Magali est plutôt étudiante en art, elle est passionnée par la photo, elle parcourt les villes et elle permet de les faire découvrir sous un autre angle. On s'est posé la question, comment faire en sorte que ces personnes qui se croisent au quotidien puissent échanger dans un contexte numérique, dans le contexte numérique qu'on a aujourd'hui. C'est là qu'on propose l'espèce d'espace 2.0 qui est finalement qui permet finalement de partager le contenu numérique de chacun, qui serait une sorte de réceptacle de la culture numérique sous la forme de 2 parois interactives qui rappelleraient certaines œuvres de l'artiste Richard Serra, par exemple. Et donc ces 2 parois interactives viendraient délimiter une ère de partage numérique, de culture numérique. Et on l'appelle espèce d'espace 2.0 parce qu'il permet de prendre différentes typologies en fonction des utilisateurs. Donc concrètement, ça se ferait via une application sur laquelle il est possible de mettre du contenu, de l'organiser, et lorsqu'on passe à proximité de cet espace, le contenu est visible par les utilisateurs qui se trouvent là. Donc concrètement, quelqu'un qui vient de Berlin, par exemple, qui a une certaine culture musicale, qui a pris des photos de sa ville, arrive à Paris, passe devant ce système, se met en utilisateur d'honneur et va déverser son contenu numérique sur cette plateforme que les gens vont pouvoir consulter finalement autour. Donc ça permet l'espace d'un instant de partager une culture qui est plutôt individuelle à un collectif sur un lieu dans cet espace. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Le problème du médiateur et aussi l'aspect, on va dire, le business model. Alors finalement, on était parti, on imagine toujours une sorte de communauté qui va marcher avec une application. Donc, par exemple, à une époque, on a Spotify, qui est un outil qui permet d'écouter de la musique aujourd'hui, qui avait démarré sur système d'invitation. Et finalement, on pouvait rentrer dans ce système que par invitation, et ça permettait d'avoir des offres, des bonus. Et donc on peut s'imaginer que c'est quelque chose qui se crée comme ça, qui s'automodère, comme pas un Facebook culturel, mais un Vine ou un Flickr culturel, qu'on viendrait comme ça déposer dans l'espace public. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais accueillir Horloge sur scène. Bon, ça serait sympa. Bonsoir, donc, on vient de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. On représente 2 secteurs, le secteur design objet et le secteur design graphique multimédia. Donc, savez-vous combien d'événements culturels ont lieu en un an en France ? Celui suivant. Bon, pardon. Donc, il y en a plus de 100 000. Et c'est ingérable. C'est bien, mais c'est ingérable. C'est pourquoi nous avons conçu un agenda culturel qui soit pertinent. On a donc conçu l'horloge. C'est un objet qui nous est familier. Et sur celle-ci, il va simplement falloir... Je suis désolée, c'est vraiment nécessaire le micro ? C'est bon ? Donc sur celle-ci, il va simplement falloir tourner les aiguilles, s'arrêter à une heure précise, et celle-ci va nous indiquer à ce moment-là les événements qu'il y a. Donc évidemment, c'est une proposition, une suggestion qui est sans barrière, ou du moins qui essaye d'être sans barrière, sans a priori, et qui va seulement être donc une suggestion, une proposition, et c'est ainsi derrière, il y a un réel travail de chacun pour aller vraiment vers la culture. Donc on voit aussi qu'il y a pour nous une force de ce geste, qui n'est pas linéaire pour représenter le temps. Il est associé également à l'espace, à la recherche de tous ces lieux. Il y a aussi une pertinence pour nous avec le mécanisme qui est
le mécanisme de l'horloge qui est un mécanisme tangible, mais qui est aussi associé à une approche numérique. Donc, on va avoir 3 déclinaisons, une qui va être plus grande, on va dire, qui va être dans le centre-ville, qui va être vraiment dans la rue, dans le quotidien, une, disons, plus moyenne, comme celle-ci, qui va être plus à l'échelle du quartier. Et enfin, dans un cadre un peu plus intime, il va y avoir une application. Donc, ce projet, ça se concrétise avec un agenda culturel qui est pertinent, avec l'importance d'un geste associé dans le numérique et les 3 déclinaisons possibles de l'horloge. Merci, c'est très innovant. Je prends une question. Quelle est la base de données, en fait? D'où vient la base de données? Alors, le ministère de la Culture a déjà une base de données de beaucoup d'événements et on compte aussi avoir une dimension participative avec les personnes qui pourraient être force de proposition et proposer eux-mêmes des événements pour les endroits très un peu informels. Comment ? Oui, bien sûr. Ouais. On peut pas personnaliser la version, bien sûr, commune, mais celle dans l'application, bien sûr, elle est personnalisée. Merci beaucoup. Et maintenant, on a la dernière équipe, donc c'est Carrousel Culturel. Merci. Bonsoir, je m'appelle Maxime, je suis de l'école supérieure d'art et de design d'Orléans, section design d'objets. Bonsoir, je m'appelle Léo Catonnet, je suis à l'ESAD d'Amiens en design graphique et numérique. Et je suis Benjamin Calméjeanne et je suis aussi à l'ESAD d'Amiens en design graphique et numérique. Donc notre constat en tant qu'équipe mixte, c'était que finalement on ne connaissait jamais ce qu'on faisait entre les écoles. Donc notre idée c'était de créer un écosystème de co-création pluridisciplinaire entre les écoles pour permettre la diffusion des projets étudiants. Donc notre écosystème se constitue d'une plateforme numérique et d'un carrousel qui sert de lieu d'exposition itinérant. Donc notre écosystème fonctionne de façon cyclique, c'est-à-dire que les étudiants sont amenés à poster leurs projets en cours sur une plateforme de co-création où ils peuvent, à travers des liens sémantiques et une mise en relation des contenus, de recevoir des conseils d'autres étudiants qui travaillent sur des sujets similaires. Ensuite, un portail public qui permet aux tout venants de voir ces projets étudiants et enfin d'accéder à cette frange de la culture qui est aujourd'hui totalement invisible, à part sur des sites des écoles, quand ils existent. Et un webzine qui mettrait en avant périodiquement des projets étudiants qui seront sélectionnés. Et de la même façon, une installation itinérante qui permettrait aux étudiants sélectionnés de présenter leurs projets face à un public plus large que celui public local, en tout cas. Donc, pour la plateforme collaborative, en fait, chaque projet a des tags, etc. Enfin, comme par exemple sur n'importe quelle plateforme où on peut mettre en ligne des projets. Sauf que, étant pluridisciplinaire, on aurait accès à des projets qui sont d'ordre complètement différent, en fait. On peut avoir des projets, par exemple, de design qui seraient liés à des projets de philosophie, de biologie, etc., pour enrichir, en fait, notre connaissance et enrichir le projet des expériences d'autres élèves, d'autres étudiants dans d'autres domaines. Une fois que le projet est considéré comme abouti par le créateur de ce projet, il pourrait être mis en ligne sur le portail, où là, il serait classé de façon un peu plus drastique, donc sous 3 catégories, lettres, arts et sciences. Et donc les utilisateurs seraient amenés à commenter ces projets et à les partager sur les réseaux sociaux. Et à travers ces actions, se mettrait en place en fait une curation de masse qui permettra de faire émerger les projets les plus intéressants, les plus pertinents,
Et donc, par ce biais-là, en fait, nous faire un webzine périodique qui mettrait en avant de façon plus large sur une application, etc., les projets les plus intéressants. Et donc, pour la structure physique se déplacerait dans les lieux et permettrait aux étudiants sélectionnés à l'échelle locale de venir parler de leur projet. Et ainsi, on bouclerait la boucle et on donnerait envie, peut-être, au public présent de prendre part à cet écosystème, de créer la culture et de partager leurs connaissances. Voilà. Merci. Bon, on prend une dernière question pour cette équipe. Merci. Qu'est-ce qui vous manque pour monter le projet ? Je pense que ce qui nous manque, c'est un carrousel. Et puis de la bonne volonté, je pense, du temps. Et des serveurs. Et de la communication aussi. Et de la communication inter-école et école vers le public, en général. Mais c'est pas si difficile, je pense. Et puis en soi, le carrousel n'est pas si compliqué à créer. C'est une structure légère, faite de matériaux légers, des toiles par exemple. C'est une structure qui est démontable, transportable. Donc il suffit juste de trouver, je pense, le temps peut-être. Merci. Merci. Donc bravo à l'ensemble des équipes. Vraiment, vous avez fait un super travail. Donc, maintenant, j'invite les membres du jury à faire la délibération. Un grand merci et vraiment toutes nos félicitations à toutes les équipes qui ont fait preuve de beaucoup de créativité et de talent. Et j'en viens maintenant, après ce suspense insoutenable, à l'annonce des résultats qui ne se fait pas par ordre de préférence. C'est vraiment les 4 sur lesquels finalement nous avons été unanimes. Donc les SAD d'Orléans et les SAD d'Amiens pour Carrousel culturel. L'ENSA de Normandie pour Espèces d'espace. La Haute École des Arts du Rhin pour TIC-EC. Et l'ENSAD avec l'horloge. Bravo, bravo à tous.